Donc, je disais que le menu de ce soir, c'était donc le point sur le coronavirus, la pandémie Covid-19. Après ça, une présentation du nouveau site web 1P6R, donc qui est, donc on va voir pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau site. Voilà, le premier site était un petit peu rapide, fait rapidement. Il y avait une autre fonction que ce qu'il va avoir maintenant. Des initiatives de rassemblement qui se sont vues jour là, dans les dernières semaines et même les derniers jours, donc qui sont très intéressants sur des gens qui ont des préoccupations et qui cherchent des solutions aux problèmes actuels, un peu comme on peut le faire à un président pour la Sixième République. Donc ça, c'est vraiment positif, c'est vraiment intéressant. Après ça, on verra un peu un sujet, un autre sujet plus spécifique sur un PCCR, c'est-à-dire en quoi l'approche un président pour la Sixième République est réaliste. C'est vraiment, je dirais, sa marque de fabrique numéro un. Sa volonté, en tout cas. Et après ça, quelque chose qui m'a fait beaucoup réagir, c'est la réforme des cours d'assises de Nicole Belloubet. Donc c'est un exemple de ce que ferait justement la Sixième République, qui va complètement à l'opposé de la réforme de Belloubet. Donc c'est un exemple concret de la transposition de la Sixième République euh, dans par rapport à ce que fait la politique de Macron, la politique néolibérale de Macron. Donc, si on revient sur la pandémie Covid-19, j'insiste, attention, c'est grave. Donc là, c'est le tableau de l'université, le tableau de bord de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Donc, il donne un récapitulatif. Hein, bon, c'est un des récapitulatifs. Moi, je consulte celui-là. On voit aussi la forme de la courbe. Vous voyez que ça grimpe de façon considérable. Enfin, on est vraiment en phase ascendante. Donc ça, c'est la courbe à l'échelle mondiale. Donc on est vraiment sur les cas confirmés. Ça monte bien, hein, on est loin d'un plateau. Hein. Donc l'épidémie, on est encore dans la phase de début. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Après ça, si on fait le point en France, nous avons 39 000 près de 40 000 guéris pour près de 21 000 morts. Ça fait un sacré ratio. Et donc, eux, l'université Hopkins, là, ils ont fait un ratio de ce qu'ils appellent le ratio de fatalité, qui est de 13%. Donc, eux, c'est le nombre de morts sur le nombre de cas confirmés. Nombre de morts sur le nombre de cas confirmés, alors c'est un majorant, hein, parce qu'on sait que les cas confirmés, ben, on ne teste pas tout le monde, donc il y a des gens qui ne sont pas dépistés, donc qui sont des cas, mais qui ne sont pas confirmés. Donc voilà, on sait que 13% c'est un majorant, mais ça donne quand même un ordre de grandeur inquiétant. Quoi. On est dans les ordres de grandeur des 10%. Donc c'est quand même, c'est pas un petit truc, quoi. C'est vraiment important. Hein, donc c'est peut-être par rapport à la perception qu'on peut peut-être en avoir, c'est vraiment quelque chose de grave, quoi. 13% pour vous donner une idée, bon c'est une projection qui est purement théorique, hein, c'est vraiment pour donner une idée et elle n'est pas réaliste en tant que telle, mais quand même sur 50 millions de Français par exemple, si on dit on est 50 millions, on est même un peu plus, euh, ça fait 6,5 millions de morts. C'est vraiment pas de la petite bière, c'est vraiment sérieux quoi. Donc attention, hein, l'épidémie, elle est toujours en phase ascendante, elle a un indice de mortalité important. Hein. Et je crois même savoir que pour les gens qui s'en sortent, il y en a un certain nombre qui ont des séquelles et qui ont du mal à vraiment à remonter la pente. J'ai une de mes nièces qui est pourtant une vingtaine d'années, hein, bon, qui avait déjà quelques petits problèmes de santé avant, mais pas, voilà. Eh bien, elle a eu, et elle a du mal à remonter la pente. Hein. Et elle a moins de 30 ans. Voilà. Donc, alors, euh, ça c'était pour le Covid. Donc attention. Donc, attention aussi aux intox.
Donc par exemple, on entend parler, alors là c'est très à la mode, on sait ce qu'on appelle des contre-feux, hein, ça c'est classique, hein. Quand on a le feu dans la maison, bah, on allume un contre-feu à côté pour détourner l'attention. Donc voilà, on dit que c'est un virus qui est issu d'un laboratoire chinois. Enfin, bon. Ça c'est une vaste plaisanterie, hein. Nous n'avons absolument pas les capacités technologiques de fabriquer un tel virus. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire du tout. On n'est pas du tout à ce niveau-là de technologie. Donc c'est pas, c'est juste du blabla, quoi. Après, attention aussi à la gestion par le gouvernement français. Mais ça, je pense que si vous m'écoutez, vous en êtes bien conscient et vous savez que c'est vraiment quelque chose qui est un vrai problème, puisque le, cette gestion, elle est vraiment pas extraordinaire, hein. Elle est vraiment pas extraordinaire. Donc, cette gestion par le gouvernement français, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire déjà, bah, on sait, hein, qu'il n'y a pas de test, pas de masque. Bah, ça fait quand même plus d'un mois qu'on est confiné. L'épidémie, on la connaît quand même depuis le début de l'année, on va dire, quoi. Allez, admettons, parce que la pandémie, comme j'ai dit dans un précédent, hein, que révèle la pandémie de coronavirus, depuis le début janvier, début janvier, certes, mais au moins depuis février, début février, on commence à avoir une idée de l'ampleur. Donc ça fait quand même 2 mois, hein, donc on a février, mars, on est presque fin avril même, ça fait presque 3 mois, on n'a toujours pas de masque et toujours pas de test. Enfin, c'est quand même hallucinant. Et tout ça, je dirais, c'est le prix. C'est plus un problème de long terme, même si sur la gestion de la crise en elle-même, il y aurait beaucoup à dire. Mais ce qui est vraiment structurant, c'est ce qui est important quand on fait de la politique, c'est aussi de se projeter sur le long terme et le moyen terme. C'est le prix de notre imprévoyance et le prix de notre désindustrialisation. Pour le dire très clairement, c'est le prix du marché ouvert complètement, où est-ce que, et de l'euro, où est-ce que bah, on effondre complètement, on a complètement effondré notre économie productive, hein. Et pour comparer l'Allemagne, qui est toujours un pays, qui est un pays avec lequel on nous compare souvent, qui lui est toujours un pays industrialisé, bah, ils s'en sortent beaucoup mieux. Regardez là, j'ai mis le nombre de cas confirmés, donc 148 000, c'est de même ordre de grandeur que la France, mais il n'y a que 5 000 morts. C'est-à-dire 4 fois moins qu'en France. 4 fois moins. Or, c'est un pays qui aussi est parti et engagé dans la mondialisation, etc., comme la France, sinon plus, puisqu'ils sont plus industrialisés encore. Donc, on est quand même à un niveau d'incurie française qui est importante et qu'il faudra tirer les bilans. Et certains parlaient de procès, mais effectivement, on peut se poser la question du procès, en fait, mais pas simplement de ce gouvernement, parce que des décisions de désindustrialisation et d'euro, etc., ce sont des décisions qui ont été prises il y a bien longtemps. Et, et, et il y aura peut-être des procès, au moins politiques, enfin politiques entre guillemets, hein, pour les procès de Staline, hein, n'exagérons pas, mais il y aura quand même des comptes à rendre à un moment donné de tous ces gens-là et de tous ces gouvernements, au moins sur les 30 dernières années. Alors attention, derrière ça aussi, troisième point d'attention, la stratégie du choc, c'est-à-dire qu'ils risquent de profiter, comme j'en ai déjà parlé, dans un précédent mercredi de l'espoir, pardon, de mettre les organismes sociaux en grande difficulté financière. Là, par exemple, là, ils annoncent qu'ils ne prélèvent pas les cotisations sociales. Donc, ça peut être une stratégie volontaire de mettre les ACDIC et la sécurité sociale dans un trou, dans un gouffre financier qui ferait qu'ils ne pourraient pas se relever. Il faut savoir que le budget de la sécurité sociale, il est équivalent, voire supérieur à celui de l'État. Donc 2 mois de recettes en mois, c'est absolument un trou énorme. Donc, par contre, on ne parle pas de supprimer la TVA, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire que pour ce qui est organismes sociaux, on détruit les sources de revenus, et donc ça peut être aussi la porte ouverte pour détruire tous les acquis du Conseil national de la résistance et de la libération en 1945, et d'instaurer les assurances privées, dont on voit les effets encore plus délétères aux États-Unis, puisque c'est que des assurances privées aux États-Unis, hein. Je ne parle pas des retraites.
Puis il y a un autre sujet d'attention, c'est l'accord MES, Mécanisme européen de stabilité, où ils se sont tous félicités, les ministres de l'économie, la semaine dernière, en disant oh oui, on est arrivé à un accord, etc. En fait, attention, cet accord prépare les politiques d'austérité de demain, mais à l'échelle de ce qu'a connu la Grèce. Pas encore de ce qu'a connu l'Espagne ou le Portugal, ce qui a déjà été quand même une cure absolument terrible, puisque eux aussi ils ont fait une régression industrielle, etc., parce que c'est ça la réalité. Mais la Grèce, c'est juste l'économie, elle est détruite. Et même, ils vendent des actifs comme des îles, enfin de leur territoire. On en est au dépeçage complet, hein, d'un pays. Eh bien, l'échelle de cette crise est bien plus grande que celle de 2008. Et donc, ce qui risque de nous arriver, c'est pas ce qu'a connu l'Espagne ou la Grèce, mais ou le Portugal, c'est ce qui a connu la Grèce. Donc attention, on va, et là pour moi c'est vraiment un tournant, enfin un tournant. On est déjà bien engagé dans cette voie, hein, mais un tournant qui va encore accentuer la descente vers la décadence et la barbarie. Parce que on ne peut pas croire que c'est une barbarie. Qu'on arrive à dépecer un pays comme la Grèce, à vendre des parties de territoire, le Parthénon et des choses comme ça, enfin, on va où, quoi? On va où? On détruit absolument toute l'humanité. Enfin, le berceau de l'Europe, c'était la Grèce, quand même. Voilà pour ce sujet, sur la pandémie Covid-19. Autre sujet, donc le nouveau site web. Donc on va passer sur quelque chose de plus positif et d'avenir. Donc l'idée, voilà, donc le nouveau site web, donc voilà, vous voyez l'adresse. Donc l'idée, c'est que ça devienne le portail d'entrée de l'initiative Un président pour la 6ème République. Bon, on est sur Facebook, sur YouTube. Mais l'idée, c'est d'en faire un petit peu la plateforme d'entrée où on va retrouver un peu tout ce que l'on a autour de l'initiative, concentré à un endroit. Donc le point d'entrée, on pourra aller vers Facebook, vers YouTube, vers les mercredis de l'espoir, vers les thèmes particuliers sur lesquels vous voudriez zoomer. Voilà. Donc avec plus de choses, plus riches, plus faciles à parcourir également. Et l'idée, c'est que ça devienne justement le lieu d'échange pour constituer la future constitution et la construire ensemble. Et puis, effectivement, également, engager des actions, débattre, aller de l'avant pour rendre de plus en plus concrète cette initiative, hein. Bon, l'initiative, elle démarre à son rythme, hein. L'idée, hein, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est qu'en fait, la barbarie, elle monte, elle monte, elle monte. Elle ne va pas cesser de monter, hein, je vous le dis tout de suite. Un président pour la 6ème République, c'est un phare. Ça se positionne comme un phare vers lequel les gens vont se tourner à un moment donné. Parce que c'est la seule alternative pacifique pour s'en sortir. Justement, pour continuer et faire rebondir notre civilisation plutôt que de tomber dans la barbarie. Parce que la barbarie, euh, on est à un stade où il n'y aura pas de chemin en arrière. Il y a pas de, faut pas rêver. Si on bascule de plus en plus profondément dans cette barbarie, il y a des gens qui vont se dire, par exemple, les révolutionnaires, oui, on va pouvoir faire la révolution. Non, vous ne ferez pas la révolution. Le temps de la révolution, c'était au XXe siècle, hein, c'était la révolution russe, chinoise, cubaine. C'est fini, ça. Il y a une telle délitement, une telle déstructuration de la société, telle place des gangs et des gangsters, même les gangsters qui nous gouvernent, hein. Et puis de toute façon, il y a des choses irréversibles, comme le réchauffement climatique, hein, où là c'est un mur, hein, que si on ne résout pas ça, bah, il n'y a, a pas de retour en arrière. Donc la barbarie, il faut tout faire pour ne pas y aller. Tout faire pour ne pas y aller et rebondir avant ça. Et là, un président pour la 6ème République, c'est ça. C'est pas autre chose. C'est ça. C'est la seule voie. Et donc, c'est un phare vers lequel les gens se tourneront à un moment ou à un autre. Le plus tôt sera le mieux, bien évidemment. Alors, on peut peut-être regarder
peut-être naviguer sur le site pour voir un petit peu sur le futur site. Donc voilà, donc bah, par exemple là on a l'appel à tous les Français, donc bon qui s'inspire. Donc là voilà, on a des, voilà donc différents thèmes sur lesquels on peut zoomer. Et puis bah, l'entrée vers la communauté Facebook, directement vers les mercredis de l'espoir avec toutes les... donc voilà, par exemple, là on a zoomé sur l'appel à tous les Français. Alors avec tous les appels, donc les différentes versions, parce qu'il y a différentes versions de l'appel, hein, une version, je dirais, résumée en 1 minute, une version plus longue en 4 minutes, et puis une version complète en 8 minutes. Donc qui vous permettront de vous approprier et de rentrer, de comprendre pourquoi, quelle est la motivation derrière un président pour la 6ème République et ce qui... voilà. Voilà, la barbarie, bah voilà, si vous voulez savoir ce que c'est que la barbarie et ce qui nous attend et ce qui arrive, voilà, hein, voilà exactement les différents aspects, les différentes dimensions qui sont des illustrations de la descente aux enfers qui nous attend. Et puis, vers la fin, vous avez ici tous les thèmes, là où c'est vraiment pour rentrer plus. Pardon. Là, j'ai cliqué aussi, j'ai été un petit peu vite là. Donc, vers le bas du site, on a vraiment les thèmes là pour rentrer beaucoup plus en profondeur, plus sur des sujets vraiment plus précis, comme voilà, l'organisation générale de la 6ème République. Donc là, c'est une vidéo un peu longue qui explique comment toute la structuration de ce qui est prévu, l'architecture de la 6ème République, les principes fondamentaux, fondateurs, voilà, différents sujets sur lesquels vous pouvez rentrer en détail. Des sujets aussi importants comme que révèlent, qui sont issus des mercredis de l'espoir qui ont été intéressants. Et puis bah, pour participer à l'action, hein, voilà, un homme qui ne se mêle pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Voilà, voilà ce que dit et c'est moyen de rejoindre justement l'initiative. Alors, donc on revient sur ça et on va poursuivre sur la présentation. Donc voilà du site, bon, que vous découvrirez, j'espère, d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Alors, voilà, alors il y a une autre bonne nouvelle, c'est il y a plusieurs initiatives de rassemblement donc de gens qui sont préoccupés comme moi, comme nous sommes nombreux, par la situation actuelle. Donc il y a Le Jour se lève, donc c'est notamment un groupe Facebook, hein, donc il y a Jérémy Clément, Christophe Chalençon, Philippe Pasco, Jérôme Caluzzi, Nathalie Codan. Voilà, ce sont les principales figures, je dirais, du Jour se lève. Il y a des gens qui sont assez connus quand même là-dedans. Donc voilà, ça c'est très intéressant, puisque bah, l'idée c'est de fédérer, donc là il y a eu un Facebook, de fédérer les gens comme un président pour la 6ème République, et d'autres initiatives avec les gens qu'ils ont sur le cœur pour transformer et pour sortir justement de la situation dans laquelle on est. Donc il y a eu un Facebook Live dimanche dernier, bah, où il y a les différents intervenants ont pu s'exprimer et dire leur façon de voir, pourquoi est-ce qu'ils étaient motivés à faire ça. Voilà. Donc ça c'est une première initiative. L'idée que dans Le Jour se lève, c'est que chacun garde son identité avec ses propositions et se dégagera à un moment donné une proposition. Bon, voilà. Donc c'est bien. Mais voilà, il faut saluer. Moi, je pense que c'est donc voilà. Il y a aussi Convergence de citoyens autonomes de France. Hein. Donc il y a un site web, il y a aussi un groupe Facebook. Citoyens de France aussi. Il y a un groupe aussi Facebook.
Donc là, avec Joseph Adamo, qui est aussi quelqu'un d'un peu connu sur Facebook, donc qui a l'initiative et qui anime ces groupes et ces initiatives. Voilà. Il est bien évident qu'un président pour la Sixième République salue et adhère à ces initiatives. Il n'y a pas il y a pas de doute là-dessus. Et donc, eh bien, plus on sera dans cette direction-là, après, les détails sur la stratégie, la tactique, bah, on verra. Hein, on verra comment ça va se décanter. Mais ce qui est important, c'est déjà d'unir les Français. C'est une initiative justement pour réunir les Français et pour essayer de trouver une perspective pour nous en sortir pour demain. Il y a vraiment urgence. Vous comprenez? Je ne parlerai pas si souvent de barbarie si je pensais pas qu'il y avait une très grande urgence de faire ça. Et voilà, parce qu'il faut fédérer les citoyens pour sortir de l'impasse politique actuelle. Parce qu'on est dans une impasse politique. Là, l'impasse politique, c'est Macron-Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Et puis voilà, et puis on connaît déjà le résultat d'avance. Donc voilà où on en est. Alors, on change de sujet. Même si c'est donc en quoi l'approche 1P6R, un président pour la 6ème République, est-elle réaliste? C'est important de le dire parce que moi, bon, j'entends pas mal de choses, je vois pas mal de vidéos, d'interventions, avec beaucoup de sentiments, beaucoup de cœur mis dedans, ce qui est très important. Hein. Toutefois, je pense que pour avoir une perspective, il faut avoir les pieds sur terre et proposer des solutions réalistes pour demain. Et donc, la première des choses, c'est d'avoir un positionnement en politique, parce que ce sont des initiatives clairement politiques, hein, on est sur le terrain politique, hein, on n'est pas sur le terrain social ou économique ou protestataire uniquement, non. On est sur un positionnement politique, même s'il n'y a pas de parti politique en tant que tel, mais c'est une démarche clairement politique, et donc un positionnement. Et c'est le plus important. Le positionnement, l'endroit où on se place sur l'échiquier politique, détermine 80% de ce qui peut advenir à une initiative, à une organisation politique. Donc c'est fondamental, le positionnement. Alors, un président pour la 6ème République, c'est un constat global. Vous voyez, par exemple, il y a des approches, je vais prendre, je ne veux pas dire du mal, hein, je ne veux pas dire du mal particulièrement de quelqu'un, mais prenons par exemple l'UPR. Hein. Bah, L'UPR, ils ont un truc, le Frexit. Mais quid du réchauffement climatique, quid de la fin des libertés, etc. etc. Et le Frexit, quid de la mondialisation, quid du néolibéralisme, vous voyez? Quid du délitement de la société? Tout ça, ça reste un petit peu dans le vague. C'est pas ce qu'il appelle la colonne vertébrale, ce que Asselineau appelle sa colonne vertébrale. Bah oui. Or que là, il y a une approche globale. L'idée d'un président pour la 6ème République, c'est la vision, c'est si on ne fait rien, si on continue, on va vers la barbarie, parce qu'il y a effectivement l'Union européenne, mais qui est la conséquence des politiques néolibérales et de la baisse de la démocratie, etc., etc. Tous les éléments sont pris en compte. Donc c'est un constat global, c'est une approche globale, et qui vise justement à résoudre les problèmes de manière globale, tous les problèmes, et pas simplement un. Donc ça, c'est très important. Pour ça que la barbarie, j'en parle souvent, parce que c'est ce qui nous guette réellement, et c'est global. Ça concerne tous les sujets dans lesquels notre société est en train de se projeter. Donc, et puis, c'est un constat des blocages politiques. Je viens de parler à l'instant. Blocages politiques, blocages sociaux, les grèves aussi sur la loi travail, sur les retraites, etc., les gilets jaunes. On voit bien qu'il y a un blocage politique, social, un blocage et puis, global. Donc, voilà. On est dans une situation qui appelle une réponse globale et pas une réponse sectorielle, sectorisée. Donc, une solution d'ensemble.
Donc la sixième République, c'est justement ça. C'est une solution dans l'ensemble, mais qui va même au-delà des constats et de la barbarie actuelle, puisque c'est une refonte du logiciel républicain. C'est de se dire, on a posé des bases en 1789 avec les droits de l'homme et le Code Napoléon. Eh bien, c'est à ce niveau-là, puisqu'il ne nous a pas protégés des dérives que l'on constate aujourd'hui. Il a eu beaucoup de positifs et de négatifs aussi quand même. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais force est de constater que si on ne remet pas en question, si on ne questionne pas ce logiciel, ce cœur du logiciel républicain, on ne pourra pas dépasser et ouvrir une perspective pour demain. Parce que l'idée, c'est bien ça aussi, c'est qu'on a plein de gens qui sont dans le pessimisme, sont dans la critique, sont dans le défaitisme, qui gênent, et qui se plaignent. Mais en politique, il ne faut pas simplement faire ça. Il faut aussi ouvrir un espoir, être optimiste, montrer une voie, une perspective. C'est ça, la sixième République. C'est ça, la refonte du logiciel républicain. C'est donner un espoir, donner une raison d'espérer. Macron, avec toutes les limites que ça peut avoir, mais leur projet néolibéralisme avec la construction de l'Europe, etc., ça donne, entre guillemets, un certain espoir à la jeunesse. Il y a une partie de la jeunesse qui adhère à ça. Eh bien, nous devons donner un espoir, et un vrai espoir, un espoir d'une autre dimension que ces choses étriquées macroniennes. Voilà ce qu'il faut faire. C'est très important. C'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur de la chose. Sans espoir, sans optimisme, on ne construit rien. Donc il faut rassembler largement les Français. Comment rassembler largement les Français? Car ils sont divisés, il ne fait que ça. Enfin, depuis des années et des années, on ne fait que diviser les Français. Les chaînes de télévision et celles d'information en particulier ne font que diviser les Français. Le libéralisme libertaire, c'est ça aussi, c'est opposer les Français, les hommes avec les femmes, les enfants avec les parents, ceux qui travaillent et ceux qui sont improductifs, etc. On ne fait que diviser les Français. Il faut réunifier les Français avec une approche, une proposition au-dessus du clivage gauche-droite. Si on n'est pas au-dessus du clivage gauche-droite, pour ça que les approches Mélenchon ou Marine Le Pen ne peuvent pas fonctionner quand ils proposent la sixième République, puisque forcément, il y a la moitié du pays, au moins, enfin en gros, en coupant ça en deux parties égales, soyons gentils, qui vont être opposés. Vous ne pouvez pas construire une constitution si vous n'avez pas une large adhésion de tout le peuple, donc qui est forcément au-dessus du clivage gauche-droite. Donc ça, c'est très important. Parce que ce qu'on va redéfinir, ce que l'on redéfinit, c'est les règles du jeu. C'est les règles de vie ensemble de l'ensemble de notre peuple. C'est fondamental. Donc, un projet à la hauteur. Voilà ce que c'est que l'initiative Un président pour la sixième République. Voilà le positionnement d'un président pour la sixième République. Au-dessus du clivage gauche-droite, une perspective, un espoir, en refondant le logiciel républicain. Il y a d'autres vidéos qui expliquent comment il est refondé, justement, avec les principes fondamentaux et l'inspiration des 2 derniers siècles et des plus grands penseurs sur ces sujets. Une autre chose très importante dans ce positionnement, c'est qu'il faut que les règles du jeu soient acceptables par tous, y compris ses ennemis. Parce que si vous ne faites pas ça, mais ils vont faire des coups d'État, ils vont faire des embargos, ils vont faire des arguties juridiques pour faire que votre constitution, elle soit déclarée illégale, etc. Vous voyez, ils ont beaucoup de puissance, ils ont beaucoup de moyens. Non, les règles du jeu, il faut qu'elles permettent, elles soient acceptables par tous. Donc, sinon c'est pas viable. Sinon, on se fait juste plaisir. Et moi, je suis pas là pour me faire plaisir. Je vous le dis franchement, je serais mieux à faire autre chose. Hein. On se fait juste plaisir. Donc, quand je dis il faut ouvrir les yeux et être lucide, c'est ça que ça veut dire. Il faut arrêter de se faire plaisir, arrêter de rêver. Là, on ne rêve pas. Si on continue de rêver, c'est la barbarie à court terme, là. Donc, arrêtez de rêver. Hein. Là, franchement, je le dis de façon assez formelle, assez forte. Arrêtez de rêver. Regardez la réalité telle qu'elle est, et pas telle que vous aimeriez qu'elle soit. Hein. Et faisons ce qui est possible de faire. Et il y a des choses possibles de faire, malgré tout.
Le monde idéal, ça n'existe pas. Donc une constitution réaliste, via des représentants, parce que c'est le seul modèle qui est possible à long terme. La démocratie participative, où tout le monde participe tout le temps, etc., même avec les technologies modernes, on sait bien que ça ne peut pas arriver. Parce qu'à un moment donné, vous prenez une révolution, vous avez une mobilisation populaire où il y a beaucoup de gens qui participent, et encore, c'est souvent qu'une frange assez minoritaire hein, qui sont les révolutionnaires. Il y a beaucoup de gens qui restent atones, hein, même dans les périodes révolutionnaires. Mais ces périodes de forte mobilisation citoyenne, elles ne durent pas. Ça dure quelques années au maximum. Et après, les gens y retournent parce qu'ils ont leurs affaires à s'occuper et ils s'occupent de leurs affaires. Nous avons besoin de représentants. Ceux qui vous disent le contraire, ce sont des doux rêveurs ou, bon, voilà, c'est au mieux des doux rêveurs. Hein. Mais ça peut être aussi un peu des manipulateurs, je le crains. Donc, ce qu'il faut, c'est faire une démocratie avec des représentants, donc une démocratie représentative, parce que c'est la seule qui est viable. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par la chose publique, et puis et par le bien commun, ou par d'autres motivations, plus terre à terre, et voilà, et qui, eux, vont consacrer leur vie, une partie importante de leur vie, au moins pendant certaines périodes, à la vie publique. Et voilà. Ça, c'est la réalité. Deuxième chose sur la Constitution, c'est qu'elle tient compte des forces. Parce qu'on a des forces, les financiers, le patronat, les syndicats, etc. Ce sont des forces qui ne sont pas numériques. C'est-à-dire que notre démocratie, elle fait actuelle, avec la Ve République, et même beaucoup de démocraties, font comme si ces forces s'expriment par les lobbies, etc. Il faut en tenir compte. Si on ne tient pas compte des forces, c'est pas viable. Parce que ces forces, elles ont de la puissance, elles ont des moyens pour s'imposer par devers vous. Donc, tenir compte des forces, c'est fondamental. Donc, il faut un moyen qu'elles puissent s'exprimer. Il faut leur laisser une place, un moyen de s'exprimer dans la démocratie. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça n'existe pas et ça sera détruit par ces forces qui sont extrêmement puissantes et qui ne sont pas à l'image de leur représentation numérique. Mais prenons par exemple les agriculteurs, ils sont peu nombreux, mais ils ont une force sociale qui est assez importante malgré tout. Peut-être pas suffisamment importante par rapport à la grande distribution, qui est aussi une autre force. Et voilà, ces forces-là, il faut, et on verra la solution qui est proposée, et sont très importantes à prendre en compte. Hein. Alors, autre point, c'est déjà affiché depuis un moment, il faut que ce soit gouvernable. C'est-à-dire que c'est très important, c'est un des apports de la Ve République, c'est que justement on arrive à des sociétés qui sont gouvernables. Alors je vais voir un petit peu. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à dégager, comme c'est un système présidentiel, et puis qu'ils ont collé l'élection législative qui ne veut plus rien dire maintenant derrière l'élection présidentielle, merci le Parti Socialiste, hein, Monsieur Jospin, donc maintenant on a un régime présidentiel pur, et donc voilà, quoi, on a forcément, c'est sûr que c'est gouvernable, hein, mais le mec il fait ce qu'il veut pendant 5 ans, et puis voilà quoi. Donc, mais c'est une vertu de la Ve République qu'il faut garder, parce que si on élit un gouvernement, c'est pour qu'il gouverne, sinon ça sert à quoi, quoi. Enfin, faut être sérieux. Si c'est des gouvernements qui ne s'arrêtent pas de se renverser les uns les autres et qu'il n'y a aucune stabilité, bah vous ne construisez rien de valable. Donc, gouvernable, donc il y a des mécanismes, primes majoritaires, forçage majoritaire, qui permettent que la société soit gouvernable. C'est très important. Mais avec des innovations majeures. C'est-à-dire que, évidemment, là, vous allez dire, d'accord, mais ça ne fait pas rêver tout ça. Oui, mais il y a des innovations majeures, justement, qui font que vous pouvez espérer et voir que la 6ème République marque un saut qualitatif important par rapport au régime actuel. Première chose, c'est la Chambre constitutionnelle. La Chambre constitutionnelle, c'est celle qui est garante, qui va contrôler le gouvernement et qui va contrôler la constitutionnalité. On va voir qu'elle a des attributions très larges et elle est là pour représenter le peuple et le respect de la Constitution. C'est notamment elle qui est en charge d'organiser les élections et d'organiser les référendums d'initiative citoyenne, qui échappent complètement à la voie gouvernementale. Donc là, on est dans quelque chose de contrôle. Il y a 3 piliers dans la 6ème République,
action, donc c'est la gouvernabilité dont on a parlé juste avant, contrôle, donc là la Chambre constitutionnelle c'est un des éléments très importants, et circuit court, qui permettent de, dans certaines situations, on voit par exemple ici actuellement avec le Covid ou des choses comme ça, où est-ce que il faut un certain nombre de circuits courts, le RIC aussi est un circuit court, qui permet de passer beaucoup plus vite et de bypasser la procédure habituelle. Hein, parce qu'il y a des moments où l'histoire s'accélère et il faut pouvoir réagir plus rapidement et donc prévoir des mécanismes pour ça. La chambre des forces productives, voilà, c'est l'endroit où on tient compte des forces, justement. Et la chambre des forces productives, c'est justement une chambre où, de manière paritaire, un peu comme était gérée la sécurité sociale auparavant, ou les conseils de prud'homme, chambre paritaire avec deux gros pôles, le patronat et le salariat, qui vont justement gérer les affaires qui les concernent, et en particulier les organismes sociaux. Ça, c'est fondamental parce que ça va créer une dynamique et ça va complètement changer la façon, les rapports sociaux en France. Et c'est un moyen pour les forces de s'exprimer. C'est le moyen pour les forces de s'exprimer. Un président qui, du coup, demeure, parce qu'on voit on verra si vous regardez l'organisation générale, on voit qu'il a le président a des fonctions, mais il a une fonction essentielle qui est de garantir l'unité nationale. C'est pas juste quelqu'un qui arrose les chrysanthèmes, hein, faut pas croire, qui les inaugure. Il a aussi le garant de l'unité nationale et il a un rôle important dans la Constitution, mais un rôle au-dessus de la mêlée, justement, quand il est nécessaire, une intervention de déblocage est nécessaire, et uniquement dans ces situations-là. Le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Je dirais, si vous n'avez qu'une seule raison de voter et de vous engager dans un président pour la 6ème République, qui est l'initiative qui peut gagner, pour mettre en place la 6ème République, le RIC rend tout possible. Puisque cette 6ème République, même si celle qui est proposée là ne vous plaît pas, pourquoi pas? Si vous ne la trouvez pas suffisamment, pas de problème. Avec le RIC, de toute façon, vous pourrez après remettre ça en cause et faire évoluer les choses. Donc, même si cette constitution n'est pas complète, ne vous satisfait pas pleinement aujourd'hui, la simple mise en place du référendum d'initiative citoyenne permet à lui seul de faire évoluer ça à l'avenir. Donc c'est quelque chose qui, par lui-même, est évolutif. Et donc, c'est un point de départ. On peut le voir aussi simplement comme un point de départ. Un espoir, une perspective. C'est ce qui permet de rendre optimiste, justement. Et puis, une autre chose, une décentralisation avec plus de pouvoir pour les élus locaux, mais les élus locaux qu'on connaît et qu'on connaîtra encore plus à l'avenir avec la 6ème République, c'est-à-dire les députés et les maires, c'est-à-dire avec une échelle de décentralisation qui est le département, et non pas ces régions gigantesques et qui n'ont aucun sens. Et puis, dernier point, les principes renouvelés. Là, c'est pareil, je vous réinvite, hein, parce que ça, c'est quand même le cœur du logiciel, qui est mis à jour. C'est à vous à regarder les vidéos sur les principes fondamentaux et ce qui change. Et ça, c'est vraiment le cœur. Là, on est sur les aspects organisationnels, mais les principes sous-jacents sont changés. C'est ce qui fait toute la différence. Donc, réaliste, mais avec des innovations majeures, malgré tout. Alors, quel moyen? Il faut construire une machine de guerre. Appelons les choses, appelons un chat un chat. On va pas, la présidence, ça va pas nous arriver tout cuite comme ça. Hein. Ça, faut pas rêver. Hein. Il ne faut pas nous laisser faire. Donc, si on veut arriver à quelque chose, il faut construire une machine de guerre pour gagner dans 2 ans. Donc, la machine de guerre, le moyen premier, c'est un président, parce que dans la 5ème République, celui qui a le pouvoir, c'est le président. Donc, un président élu dont ce sera le seul mandat. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui fait de l'autre politique, de droite, de gauche. Non. Son seul mandat, mettre en place la 6ème République. Point barre. C'est ce qui permet aussi de rassembler les Français, quelle que soit leur obédience politique. Ça, c'est réaliste. Parce que l'élection présidentielle, c'est pas du tout quelque chose d'exotique. Ça revient tous les 5 ans. C'est garanti. C'est nos institutions actuelles. C'est pas rêver d'une assemblée constituante. Voilà. Donc, avec une constitution qui est prête
au moment de l'élection. C'est-à-dire qu'avant l'élection, on sait déjà quelle va être la Constitution, qui sera soumise certainement à référendum après par le président de la République, dont il aura, je dirais, carte blanche pour prendre les mesures qui seront nécessaires pour mettre en place cette Constitution, quelles que soient ces mesures. Hein. Élection, dissolution de l'Assemblée, etc. Il y a peut-être d'autres mesures à faire, avec, notamment avec l'Europe, etc. Son mandat, ça sera de mettre en place la 6ème République et d'en tirer toutes les conséquences et de mettre en place toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. C'est la souveraineté du peuple français qui est en question, et c'est tout. Donc, pas d'assemblée constituante, parce que c'est l'assemblée constituante, on ne sait pas ce qu'ils vont en sortir. Généralement, ils sortent des cacouilles, comme ils disent dans le Midi. Et voilà, des choses absolument pas réalistes et pas réalisables. Le nombre d'assemblées constituantes qui ont abouti à des constitutions opérationnelles, mais il y en a très très peu, quasiment pas. Quasiment pas, mais pas qu'en France, hein, dans le monde entier. Les assemblées constituantes, c'est un doux rêve, quoi. Et surtout, c'est une approche réaliste parce que c'est une voie pacifique. L'autre voie, c'est la voie révolutionnaire, mais cette voie est une voie pacifique, et bon, voilà, on sait, dans la période actuelle, on ne sait pas justement dans quelle... si on se met à s'engager dans des voies violentes, bah on sait quand ça commence, mais on ne sait pas comment et quand ça finit. Hein. Et puis déjà, une autre raison pour laquelle c'est réaliste de faire comme ça, c'est que c'est déjà arrivé d'avoir un président qui soit élu et qui parte de rien du tout et qui mette en place aussi une constitution d'ailleurs. Eh bien, c'est arrivé notamment en Ukraine en 2019. Zelensky, qui a été élu, qui est un comique ukrainien, qui était connu d'Inev d'Idadan un an avant, enfin en politique, mais il était connu, il avait une notoriété comme comique. Il a été élu, aujourd'hui c'est le président de l'Ukraine, hein, élu en 2019. En Italie, le mouvement 5 étoiles, c'est un comique aussi qui est à l'origine du mouvement 5 étoiles, Pepe Grillo. Ils sont au pouvoir depuis 2018. Au Guatemala, Jimmy Morales, en 2016. Lui aussi, c'était un comique. Et puis en France, on a eu aussi quelqu'un qui est arrivé, qui est parti de nulle part, qui n'était pas dans aucun parti, etc. En 2017, Macron, il a été élu comme ça. Il s'est lancé quand? Il a lancé son mouvement en avril de l'année d'avant et il s'est déclaré durant l'été. Quoi, 9 mois avant. À peine 9 mois avant. Il était dans aucun parti ni rien du tout. Donc voilà, c'est réaliste parce que c'est possible, c'est arrivé. On peut le faire. C'est pas du tout un rêve d'une assemblée constituante qui sortirait de je ne sais quel chapeau. L'élection, c'est tous les 5 ans, c'est sûr. Et il faut trouver le bon candidat pour présenter ce projet. Donc quelqu'un qui a sans doute déjà une certaine notoriété, on verra, on n'en est pas encore là, c'est faisable. Voilà, c'est prouvé. Voilà. L'histoire le montre. Donc on n'est pas dans le rêve, hein. On est dans le possible. Dans le difficile, il ne faut pas se nier, mais dans le possible. Alors, quel autre moyen? Une direction centralisée, c'est-à-dire, voilà, on est dans une campagne, on est dans une machine de guerre, et donc il faut que c'est quelque chose qui doit être mené comme une campagne militaire. C'est une campagne électorale, c'est une campagne militaire, c'est la même chose. On n'est pas justement dans la projection de ce qu'on se fera demain. Hein. On est dans, il faut réussir quelque chose tout de suite. Et pour faire ça, une direction centralisée, il n'y a que ça qui fonctionne. Ne cherchez pas, c'est pas d'autre. Il n'y a pas autre chose. Et c'est un objectif sur 2 ans. Et puis voilà, une fois qu'on sera arrivé à ça, le président aura... il y aura des députés qui seront élus certainement. Donc voilà, hein, il y aura tout un écosystème qui devra se mettre en place. Mais c'est la 6ème République qu'on vise. Hein. Ce n'est pas l'élection du président en tant que tel. Le président, c'est qu'un moyen pour y arriver. Et donc pour ce moyen, il faut se donner les moyens en correspondance de cet objectif à court terme. Efficacité. L'histoire montre que ça marche, hein, je m'excuse, mais les organisations hiérarchiques avec une direction et centralisée et qui donnent des orientations et qui donnent une voie. Les organisations se construisent par la tête, ne se construisent pas par les pieds. Hein. Toujours. Toute organisation, pour regarder dans l'histoire, c'est toujours la tête qui pense et qui dit, bah voilà, on va poser telle brique, et on va aller dans telle direction. Tous les partis politiques se construisent de cette façon-là, tous.
Donc, les trucs horizontaux, etc., bon, c'est bien peut-être à l'avenir. Oui, effectivement, pourquoi pas. Mais dans la situation actuelle, dans ce qui nous occupe aujourd'hui, et dans l'urgence qui est la nôtre, non, on ne peut pas se permettre de faire ça. Alors, en quoi c'est acceptable, justement, ce qui est un peu contradictoire, on peut se dire, mais c'est un circuit court, comme il y a des circuits courts dans la Sixième République dont je parlais tout à l'heure, ben c'est un circuit court, c'est un peu la même chose, c'est quelque chose qui est important, parce que, en quoi c'est acceptable? Parce que ça va réaliser ce que nous voulons tous. C'est ça, en fait, même si ça ne nous plaît pas, même si cette approche ne nous plaît pas. Mais au final, le but, c'est l'avènement d'une démocratie plus vraie. Et ça, on le veut tous. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on pense qu'à part ça, on va pouvoir solutionner plein d'autres problèmes. Et tous les problèmes qui nous tombent sur le dos, les trois quarts, on sait qu'on peut le faire par une démocratie plus véritable. Et c'est ça qui compte. Et le rendre possible, c'est justement cette approche réaliste et directe. Et directive. Et puis, parlons clairement, il n'y a pas d'autre voie pacifique pour y parvenir. Je sais pas, il y en a qui parlent de dissolution d'Assemblée nationale. Enfin, ça n'existe pas, ça, dans la Constitution. Hein. Que l'élection du président, ça arrive tous les 5 ans. Hein. Il n'y a rien à rêver là. Hein. C'est comme ça existe. Donc, ou alors c'est la révolution. Mais si on veut rester dans les moyens pacifiques, les plus pacifiques possibles, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Le pouvoir, il est là. Et c'est au pouvoir qu'il faut s'adresser et viser. Sinon, c'est simple, c'est la défaite assurée. Rêvez pas, arrêtez de rêver. Ouvrez les yeux, une fois de plus, arrêtez. Vous pouvez vous dire, ah non, j'aime pas un chef, machin, un dirigeant. Ouais, ok, vous aimez pas. Moi non plus, hein, j'aime pas. Je vais vous dire franchement, moi non plus, j'aime pas forcément faire ça. Mais je sais que c'est la seule façon d'y arriver. Est-ce qu'on a encore le luxe? Est-ce qu'on peut encore se permettre de ne pas être efficace? Non. Donc, à partir de là, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut perdre encore et encore et encore et encore et encore et encore, puis là c'est fini, hein, on peut aller se coucher. Enfin, je veux dire, vous pouvez sortir vos flingues et préparer vos réserves. C'est ça la réalité. Hein. Ou alors, eh ben voilà, il faut savoir prendre les moyens nécessaires au moment où il est encore temps. Pensez à la chanson de Boris Vian. Ah, alors on change de sujet. Dernier sujet, la réforme de la cour d'assises. Alors, oui, alors j'ai pas pu résister, j'ai trouvé ce dessin sur Spoutnik là. Donc il y a Édouard Philippe qui dit restez à la maison et pendant ce temps-là, Belloubet qui dit sortez des prisons. Elle a libéré près de 10 000 prisonniers des prisons. Donc avec les conséquences, visiblement, on commence déjà à mesurer les conséquences. On est, c'est ubuesque quoi. C'est ubuesque. Enfin. Alors, la réforme des cours d'assises, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, en fait, c'est tout à l'opposé à. On voit pas le bas du truc. C'est tout à l'opposé de la Sixième République. Donc, ça va illustrer un petit peu, justement, ce qu'apporte la Sixième République par rapport à ce gouvernement de Macron et de leur idéologie qui vise sans cesse à réduire la démocratie et la liberté. Donc, la réforme des cours d'assises, c'est ça. C'est donc la justice. Hein, et donc, ce qu'ils disent, hein, il y a eu quand même un article dans les Échos à ce sujet-là récemment. Les cours criminelles pourraient s'étendre à tout le territoire. Donc, il y avait une expérimentation. Donc, à tout le territoire. Donc, qu'est-ce que c'est que ces cours? Vous savez que les cours d'assises sont des tribunaux populaires, donc avec des citoyens choisis et qui rendent la justice au nom du peuple français. Donc, on a choisi des citoyens au hasard, alors plus ou moins au hasard, mais enfin bref, on va dire au hasard, et ils vont rendre la justice. C'est éminemment démocratique, une intervention des citoyens dans les affaires publiques, dans les affaires de la société. C'est fondamental, c'est très bien, c'est une participation citoyenne très importante. Eh bien, ça, ils veulent le supprimer. Déjà, au moins en partie, avec ce qu'ils appellent les cours criminelles, c'est-à-dire où il n'y a plus que des magistrats, mais qui rendent des décisions pénales de niveau de cour d'assises, qui était jusqu'ici. Et donc, à la sortie du confinement, ils veulent profiter justement du confinement pour dire ah ben il n'y a pas pu y avoir de justice pendant je ne sais pas combien de mois, eh bien on va généraliser les cours criminelles.
Et donc c'est voilà, hein, si on prend, j'ai sorti quelques exemples, mais les cours d'assises, c'est un recul insensé du droit des femmes, par exemple, parce que du coup, tout ce qui est viol, etc., va tomber dans ces juridictions-là. Et ça, voilà, Mediapart, ça remet en cause les justices populaires. Donc c'est plus ça permettait justement à des citoyens ordinaires de participer à la vie de la société et de pouvoir juger justement. Et pour moi c'est la seule chose qui compte parce qu'on rend la justice au nom de la société. Et donc réforme, voilà, assise, le gouvernement veut moins de jurés populaires. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est tout ce qui est rapproche de près ou de loin du peuple, ils veulent s'en débarrasser. En fait, ils parlent des droits de l'homme, des démocraties et tout ça, mais ce ne sont pas du tout des démocrates, ces gens-là. Ce sont des opposants à la démocratie. Alors on nous dit, oui, parce qu'on peut plus, c'est engorgé, etc. Mais comment c'est possible qu'on puisse plus? Pourquoi est-ce qu'on pouvait faire il y a 30 ans, à 50 millions, ou 40 ans, à 50 millions, on pouvait faire quelque chose, et maintenant on est plus nombreux, on n'arrive plus à le faire. Faut m'expliquer là. En quoi être plus nombreux, ça donne moins de moyens? Ah non, plus on est nombreux, plus on peut faire de choses, par définition. Hein. Si vous ne pouvez pas soulever une poutre à deux, vous mettez à quatre, vous arrivez à la soulever. Ben, c'est la même chose. Donc, là, on est vraiment dans un recul démocratique très important, et c'est vraiment l'opposé de la 6ème République. Hein. Donc des cours criminels sont des juridictions, alors elles étaient expérimentales, mais ils veulent les généraliser à la fin du confinement. Profiter encore du confinement. Stratégie du choc dont je parlais tout à l'heure, voilà un exemple. Hein. Donc c'est un recul de la démocratie directe. Voilà. Alors, tout à l'opposé de la 6ème République, on va le voir. En quoi? Parce que la justice, elle est séparée du pouvoir exécutif du gouvernement. Actuellement, le ministère de la Justice, le garde des Sceaux, il dépend du gouvernement. Ce qui est une violation complète de la séparation des pouvoirs prévue par, c'est Montaigne ou Montesquieu, je sais jamais, mais qui expliquait que c'était fondamental, c'était la base de toute démocratie. En France, elle n'est pas séparée. Hein. Le garde des Sceaux, il fait partie du gouvernement. Avec la 6ème République, il y a séparation complète de la justice du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. La justice, elle est placée justement sous la responsabilité de la Chambre constitutionnelle dont je parlais tout à l'heure, qui est une chambre de contrôle et, et qui a des attributions de long terme. Et qui est composée à 50% par des élus présentés par des listes de partis, donc élus à la proportionnelle intégrale. Voilà. Ils n'ont pas de responsabilité gouvernement, c'est juste des responsabilités de contrôle et de long terme. Et 50% de citoyens tirés au sort. Donc, on a un pouvoir de la Chambre constitutionnelle, donc son rôle, c'est la garantie de la Constitution et assurer la garantie des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, et donc pouvoir de contrôle tous azimuts, et elle dispose de toutes les prérogatives de contrôle et avec les moyens nécessaires, c'est-à-dire qu'elle répond toutes les fonctions des technocrates, notamment de tous les conseils constitutionnels, conseils d'État, conseil supérieur de l'audiovisuel, vous avez bien entendu, les médias. Voilà, ça redevient sous le contrôle d'élus ou de citoyens tirés au sort. C'est-à-dire ça redevient sous le contrôle du peuple. Ça change tout, ça. Hein. Vous croyez pas? Et ils ont un certain nombre de juridictions, d'institutions étatiques sous leur responsabilité directe, celles qui sont d'intérêt général de long terme. La justice, donc la comptabilité publique aussi, pas le ministère des Finances, mais on sépare la comptabilité publique du ministère des Finances, la Cour des comptes, etc. D'accord? Ça change tout. Ça change énormément de choses, croyez-moi. Tout à l'opposé, donc du coup, si on a un peuple mieux représenté, et représenté, pour les partis, c'est représenté à proportionnelle intégrale. Donc il y a plus d'importance du peuple dans la justice, puisque la justice dépend du Conseil constitutionnel. Et donc, les représentants, dans toute leur diversité, vont pouvoir s'exprimer et avoir un contrôle sur la justice. Ça va diminuer aussi ce qu'on appelle l'indépendance de la justice, mon œil. L'indépendance de la justice, quand on en voit ce qu'ils ont fait avec le procès qu'ils ont fait à Fillon, justement, au moment des élections, ou ce qui était aux États-Unis, mais c'est du même acabit avec Strauss-Kahn à l'élection précédente. Bon,
l'indépendance de la justice, c'est un pipeau complet, quoi. On a toujours instrumentalisé la justice. Vous pouvez remonter même à l'époque des rois et tout ça, c'était déjà le cas, hein. La justice est instrumentalisée, l'indépendance de la justice, ça c'est juste un truc pour vous vendre des conneries, hein, pour vous faire croire que ça existe. Non, ça existe. C'est comme l'indépendance des journalistes, ça n'existe pas, c'est pareil. Donc, ça va diminuer ça parce que la justice va être sous le contrôle de gens qui sont une émanation directe du peuple. Et ça augmente la responsabilité de la justice vis-à-vis des représentants du peuple, justement. Parce qu'aujourd'hui, les juges, ils sont quasiment irresponsables. Moi, j'ai un exemple autour de moi, là, de mon beau-fils, où il y a un juge dans une affaire de divorce. Il a tous les éléments pour prendre une décision, mais bon, il ne veut pas trop se mouiller. Il reposte ça au département d'à côté, donc à une autre juridiction. Donc le mec, l'autre juge, il va falloir qu'il refasse qu'il réinstruise tout le dossier. Et puis il met 6 mois d'enquête supplémentaire. Voilà. Donc il y a l'affaire d'Outreau, etc. Les juges, tout ce qui est magistrat, ils n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes et au Conseil supérieur de la magistrature, etc. C'est-à-dire qu'ils s'auto-jugent eux-mêmes. Ils sont complètement en dehors c'est vraiment une caste complètement en dehors de toute démocratie. Bien, c'est fini. Avec la 6ème République, ils deviennent sous la responsabilité. Non pas du gouvernement, parce que ça serait, selon le principe de la séparation des pouvoirs, ça serait inacceptable, mais de la Chambre constitutionnelle, c'est-à-dire d'une émanation beaucoup plus directe du peuple. Donc, cette Chambre constitutionnelle va donner une tendance à renforcer le poids des jurys populaires. Et donc c'est là où on en vient aux juges. La tendance générale de ça, c'est pour ça que je dis la 6ème République, on va mettre en place un certain nombre de mécaniques, mais qui vont se dérouler au fil du temps et dont les effets vont porter sur des années et des années et vont faire qu'on va aller de plus en plus vers une démocratie plus vraie, plus profonde. Et donc, plus généralement, avec une augmentation, pas simplement dans la justice, mais dans plein d'autres domaines, y compris par la Chambre des forces productives dans un autre aspect, plus généralement, une augmentation de l'intervention directe des citoyens dans la vie publique. J'ai plein d'idées là-dessus. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de ce mercredi. Donc là, ça dure depuis un certain temps. Le nouveau site, 6ème République, un espoir pour la France, un P6R. Donc bah, vous pourrez le visiter très prochainement, hein, on en parlera la semaine prochaine encore, je pense. Et puis on parle du pique-nique aussi, peut-être un pique-nique citoyen et républicain pour la fin juin, pour justement sortir du confinement de manière pacifique et en traçant une perspective. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis, bah, allez sur le site, envoyez des messages à président pour la 6ème République. Les actions, il y a plein d'actions, il y a la vidéo des actions que je vous invite à regarder. Donc, bah, en avant, dans l'initiative, rejoignez l'initiative et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt et portez-vous bien et prenez donc soin de vous. Hein. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.